Ce matin-là, j'étais déjà levée avant le jour. La maison sentait encore le café d'hier soir et la cire du parquet. Je m'étais assise dans la cuisine, un châle sur les épaules, écoutant le vent qui faisait trembler les volets. Le tic-tac de l'horloge marquait chaque seconde, comme une goutte d'eau tombant sur la mémoire. J'aimais ces heures de silence où tout dort encore, les heures où Alain, autrefois, revenait du champ les bottes pleines de rosée. Mais ce matin-là, le silence a été brisé par des voix qui n'auraient jamais dû être là, à cette heure. Celle de mon fils, Jean, et celle de Sophie, ma belle-fille. Ils croyaient que je dormais encore. J'étais simplement restée dans la cuisine, la porte entr'ouverte. Elle ne se rend plus compte de rien, Jean. Tu l'as bien vue la semaine dernière. Elle a encore oublié ses papiers à la mairie. Oui, mais ce n'est pas bien grave. Elle a toujours été un peu distraite. Ce n'est plus de la distraction, c'est de la confusion. On devrait la placer avant qu'elle fasse des bêtises. Le mot placer m'a giflé net. Placer. Comme on place un meuble encombrant, un chien qu'on ne peut plus garder. Ce mot-là a eu un goût métallique dans ma bouche. Je suis restée pétrifiée, une main crispée sur ma tasse froide. J'ai entendu Jean répondre, d'une voix lasse. « On ne peut pas décider comme ça, Sophie. Et pourtant, il le faut. Tu sais très bien que sans ça, on ne pourra jamais vendre le terrain d'Alain. Il dort depuis 15 ans, ce terrain. On pourrait en tirer quelque chose avant qu'il soit trop tard. Le terrain d'Alain. Leur ton m'a glacée. Ce n'était plus le chant de mon mari, celui qu'il avait tant aimé, celui où il disait en riant « Ici, je veux finir mes jours, face au pommier. » Non, c'était devenu un actif dormant, un bien, une ligne dans un dossier. Je me suis levée sans bruit, les jambes tremblantes. La porte du salon était entr'ouverte. Sur la table, j'ai vu une chemise cartonnée. Dessus, écrit au stylo noir « Tutelle à constituer ». J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je me suis approchée, lentement, comme on s'approche d'une tombe. À l'intérieur, j'ai vu des formulaires pré-remplis, des photocopies de ma carte d'identité, une liste de biens, et tout en haut, souligné en rouge, motif de la demande, perte d'autonomie et troubles cognitifs légers. Troubles cognitifs légers. J'ai relu 3 fois ces mots absurdes. Moi, Hélène, qui gérais encore seule mes factures, mon potager, mes rendez-vous, je devenais soudain une femme diminuée. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai seulement senti mes doigts s'engourdir, comme si le froid montait du sol. J'ai refermé la chemise avec précaution. J'ai entendu des pas dans le couloir. Sophie est entrée dans la cuisine, un dossier à la main. Elle a sursauté en me voyant debout. « Oh, vous êtes réveillée, Hélène. Vous devriez vous reposer, il fait encore nuit. » Sa voix était douce, trop douce, celle qu'on réserve aux enfants ou aux mourants. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « C'est quoi, cette chemise sur la table ?» Elle a hésité, pris ce petit ton condescendant qu'elle croyait rassurant. « Oh, rien d'inquiétant. On se renseigne juste pour plus tard, tu sais, pour anticiper. » Anticiper quoi? Ma mort ou ma disparition? Elle a blêmi. « Mais enfin, ne dis pas ça, tu te fais des idées. » Je n'ai pas insisté. Je savais déjà. Les yeux de Sophie fuyaient, ses mains tremblaient légèrement. Elle a voulu ranger la chemise, mais je l'ai posée sur la table de la cuisine, bien à plat, comme une pièce à conviction. Je veux que tu me regardes, Sophie. Je ne suis pas folle. Je me souviens de tout, même du jour où ton mari m'a dit « Le terrain d'Alain, c'est sacré. » Tu te rappelles? Moi, oui. Elle n'a rien répondu. Elle a tourné les talons, murmurant qu'elle reviendrait plus tard. Quand la porte s'est refermée, le silence est revenu. Mais ce n'était plus le même. C'était un silence qui savait. Je suis restée debout, les mains posées sur la table, à regarder la chemise comme on regarde un ennemi. À cet instant précis, j'ai compris que ma vie venait de basculer, qu'il n'avait plus besoin de ma présence, seulement de ma signature ou de son imitation, qu'il ne me voyait plus comme une mère, mais comme un obstacle. Je me suis assise, lentement. La chaise a grincé. Dans la pénombre, j'ai vu la silhouette d'Alain sur la photo au-dessus du buffet. Je lui ai parlé à voix basse, pour ne pas pleurer. « Tu entends, Alain? Ils veulent m'enfermer pour vendre ton champ, pour vendre nos dimanches, nos sueurs, tes bottes pleines de boue. » J'ai pris le vieux carnet noir posé sur le buffet, celui où je notais jadis les récoltes, les recettes, les jours de pluie. J'ai arraché la première page et j'ai écrit « Jeudi 14 avril.
J'ai entendu Sophie dire qu'ils allaient me placer. Motif, perte de mémoire. Vérité, ils veulent le terrain d'Alain. Je ne suis pas folle. Je suis en colère. Les mots ont apaisé le tremblement de mes mains. Je les ai relus à haute voix, comme un serment. Puis j'ai ajouté, en bas de la page, ils veulent m'enfermer pour ouvrir la barrière du champ. Mais je garderai la clé. Je l'ai glissée dans la chemise cartonnée, entre leurs formulaires. Leur projet venait d'avoir un témoin. Quand le jour s'est levé, je me suis servi un café. Le monde paraissait le même. Les oiseaux, le lait, le pain, mais tout avait changé. Je n'étais plus la vieille femme qu'ils croyaient domptable. J'étais en éveil. Ce matin-là, dans ma cuisine de campagne, j'ai compris qu'une bataille silencieuse commençait, et qu'elle ne se gagnerait pas à coups de cris, mais de preuves et de lucidité. Quand je repense à ma vie avec Alain, tout me revient en images simples, comme des diapositives tremblantes dans la lumière d'un vieux projecteur. Pontivy, 1956. J'avais 10 à 9 ans et un fichu rouge noué dans les cheveux. Je travaillais déjà à la laiterie, debout 10 heures par jour, les mains plongées dans le lait chaud, les bras toujours mouillés. Lui, il venait du chantier voisin, un grand garçon brun avec des yeux clairs et un rire rare mais franc. Un jour, en sortant du travail, il m'a tendu une pomme. Juste une pomme. Et il m'a dit, « Elle vient du terrain de mon oncle. Un jour, j'en aurai un à moi, et je t'y emmènerai. » C'est à ce moment précis que j'ai su que ma vie se tiendrait là, dans ce rêve modeste, un homme, un champ, une promesse. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, à la mairie de Pontivy. Il pleuvait, bien sûr. Il pleut toujours le jour des promesses sérieuses. J'avais cousu ma robe moi-même, un tissu ivoire à petits pois, et lui portais une chemise trop grande que sa mère avait repassée avec fierté. Après la cérémonie, nous avons marché jusqu'au café du coin. Alain a levé son verre de cidre et a dit simplement « À nous, et au terrain qu'on trouvera ». La vie n'a pas été tendre au début. Il y a eu l'armée, puis le travail dur sur les routes, les fins de mois serrés, mais nous n'avons jamais manqué de courage. J'ai tenu la maison. Les enfants sont venus Jean d'abord, puis Claire. Nous habitions un petit pavillon que nous avons construit pierre après ces journées de travail. Le soir, Alain rentrait couvert de poussière et de boue. Il déposait sa casquette sur la table et me disait « Ça avance, Hélène. Encore 2 murs et on pourra fermer le toit avant l'hiver. » Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions le futur entre les mains. Je pensais à lui, à sa voix grave, à ses phrases simples. « Ne laisse jamais quelqu'un parler à ta place, Hélène. Tant que tu peux écrire, tu tiens debout. » J'avais oublié cette phrase. Je l'avais laissée s'éteindre, comme on laisse mourir une lampe qu'on croit éternelle. Je me suis revue jeune, debout dans la laiterie, à tourner les bidons de lait sous la vapeur. J'avais les bras solides, la tête claire, la volonté d'une femme qui se construit seule. Et pourtant, toute ma vie, j'avais accepté qu'on décide pour mon bien. Les horaires, les comptes, les vacances, les choix de maison, même les disputes, c'était toujours pour notre bien. Et moi, je disais oui. Je croyais que le oui protégeait la paix. Mais je comprenais maintenant qu'à force de dire oui, j'avais remis les clés de ma vie aux autres. Cette fois, non. Ce non est monté en moi comme une évidence, sans colère, sans bruit. Un non calme, enraciné, presque tendre. Je ne crierai pas. Je prouverai. Je me suis levée, j'ai pris le dossier du notaire et je me suis mise à lire. Chaque ligne, chaque article. J'ai cherché les textes de loi. J'ai trouvé dans le Code civil les mots exacts. La tutelle ne peut être prononcée que s'il est démontré une altération des facultés mentales empêchant la défense des intérêts personnels. Je l'ai recopié dans mon carnet, à l'encre bleue, et j'ai noté « Aucune altération, juste solitude et lucidité ». Au petit matin, j'ai préparé un café et je suis allée à la mairie. Je connaissais encore la secrétaire, Élodie, une jeune femme polie, toujours débordée. Je lui ai demandé une copie de tous les documents liés à la demande de tutelle. Elle a hésité, puis m'a dit à voix basse « C'est votre fils qui a déposé le dossier, Madame Dubreuil, mais vous avez le droit d'en obtenir une copie. » Elle a imprimé les papiers, en silence. Quand elle me les a tendus, nos regards se sont croisés. Elle savait. De retour à la maison, je me suis assise à la table, les papiers étalés devant moi. Je lisais les phrases administratives, les justifications, les signatures. Tout était si propre, si poli,
Si faux. Sophie y décrivait une dégradation douce mais préoccupante, un repli sur soi, des oublis récurrents. Je me suis surprise à sourire un sourire glacé. Ces oublis, c'étaient des silences choisis. Ces replis, c'étaient mes retraites nécessaires. Ils avaient confondu ma pudeur avec la folie. J'ai repris le téléphone et appelé Mireille, l'amie d'Alain, celle qui avait été témoin à notre mariage. Sa voix, encore claire malgré ses 80 ans, m'a apaisée. Je lui ai tout raconté. Elle est restée muette un moment, puis a dit simplement « Ma belle, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Tu vas leur répondre, mais à ta manière. » C'est ce soir-là que la méthode a remplacé la colère. J'ai ouvert un nouveau classeur, procédure. J'y ai rangé la lettre du notaire, les copies du dossier, les articles de loi. J'ai ajouté un intercalaire intitulé « Témoin » et un autre « Médecin ». Je savais que pour gagner, il me faudrait des preuves et du calme. Le lendemain, j'ai appelé mon médecin, le docteur Rivière, un homme droit qui me connaissait depuis 30 ans. Je lui ai demandé un certificat de bonne santé mentale et physique. Il a accepté sans discuter. « Vous êtes plus lucide que la plupart de mes patients de 50 ans, » a-t-il plaisanté. J'ai ri, pour la première fois depuis des semaines. En raccrochant, j'ai compris que je n'étais plus une proie. J'étais en train de redevenir une actrice. Et cette pensée m'a donné une force tranquille. Je n'avais plus envie de pleurer. Je voulais organiser. Chaque papier aurait sa place. Chaque mot serait pesé. Chaque silence deviendrait une stratégie. Avant d'aller me coucher, j'ai ouvert le carnet et écrit. Ce qu'ils prennent pour faiblesse, c'est ma patience. Ce qu'ils croient être du silence, c'est ma préparation. Cette fois, c'est moi qui vais les placer face à la vérité. Puis j'ai soufflé la lampe. Pour la première fois depuis des semaines, la nuit ne me faisait plus peur. Elle me semblait complice, presque tendre. Je n'ai pas choisi l'affolement, j'ai choisi la lenteur. La lenteur parce qu'elle use les faux-semblants, la lenteur parce qu'elle permet d'aligner les papiers comme on aligne des pierres. Le matin même où j'ai décidé de me battre, j'ai enfilé mon manteau gris, pris le carnet, et je suis allée voir Maître Le Floch, un notaire qui connaissait la famille depuis des années, un homme à la voix douce et aux mains propres. Il m'a accueilli sans étonnement. Les notaires sentent souvent les histoires avant qu'on les raconte. Je lui ai posé la lettre du cabinet gallois sur la table, sans grand commentaire. Il a parcouru les pages, les pliures, les signatures, puis il m'a regardé et a dit « Madame Dubreuil, vous êtes en droit de vous défendre. Mais la défense dans ce genre d'affaires se gagne par l'ordre et la preuve. Nous avons convenu d'une marche, d'abord obtenir une attestation médicale claire et récente. Le docteur Rivière, qui me connaît depuis 30 ans, n'a pas hésité. Après une consultation précise test simple, entretien calme, il a rédigé un certificat où il attestait de mes pleines facultés mentales et de ma capacité à gérer mes affaires. Sa signature ajoute un poids que les tribunaux respectent. Je n'ai pas célébré ce certificat comme une victoire. Je l'ai rangé dans une pochette plastique, comme on met une monnaie dans un coffre. Ensuite, sur le conseil du notaire, j'ai ouvert un compte bancaire séparé, sous mon seul nom, dans une agence de village, un peu à l'écart. J'y ai transféré mes économies discrètement, proprement. Ce n'était pas un geste d'égoïsme. C'était une mise à l'abri contre des décisions prises sans mon accord. Le banquier, une femme vive, a posé des questions, signé des formulaires. Je lui ai offert un sourire poli et la certitude que je savais ce que je faisais. Puis il y eut le dossier du terrain. L'acte initial de 1978 contenait une clause que je n'avais jamais vraiment lue. Une clause de substitution, d'attribution, une précaution technique destinée à préserver certains droits en cas de décès ou d'indisponibilité d'un héritier. Beaucoup de gens n'y prêtent pas attention. Beaucoup signent sans regarder. Mais Maître Le Floch l'a lu avec la patience d'un homme qui aime les détails. Cette clause, Madame Dubreuil, pourrait nous permettre de reposer juridiquement la situation du terrain. Elle n'annule rien, mais elle offre une protection. Sur son conseil, nous avons rédigé un acte complémentaire. Il réaffirmait mes droits d'usufruit, précisait l'inaliénabilité future du terrain en cas de tentative de cession non autorisée et rappelait la volonté d'Alain telle que consignée dans nos anciens échanges et témoins. Rien d'illégal, rien d'ostentatoire, uniquement du droit proprement posé pour faire obstacle aux manœuvres. J'ai fait des copies de tout.
une pile pour mettre le flocage, une autre dans ma poche, une autre scellée chez Mireille, l'amie d'Alain, qui a accepté de garder une enveloppe scellée au cas où. J'ai aussi demandé à Maître Le Floch d'enregistrer électroniquement les documents, une sauvegarde que personne ne pourrait jeter d'un revers de main. Avant de partir, il m'a remis une pochette transparente contenant la copie du dossier de mise sous tutelle que Jean avait déposé. J'y ai glissé, entre 2 feuillets, une lettre que je savais qu'il n'ouvrirait pas avant l'audience. Je l'ai écrite d'une main ferme, sans reproche, sans cri. Je suis peu, être vieille, mais je sais encore signer. Et je sais ce que j'aime. Le terrain d'Alain et sa mémoire, pas un actif à liquider. Cette lettre, je l'ai pliée avec soin et je l'ai scellée dans le dossier comme une preuve d'intention, un petit désordre honnête au milieu de leurs calculs propres. De retour chez moi, sous le portrait d'Alain qui veille toujours, j'ai installé sur la table mon bureau de procédure. Un classeur bleu, des intercalaires, notaire, médecin, témoin, compte, courrier. J'ai consigné chaque appel, chaque visite, chaque anomalie bancaire. J'ai photocopié des relevés, obtenu des attestations de voisins qui avaient vu Jean discuter avec des promoteurs. J'ai noté les dates précises où mes clés avaient disparu, où la voiture n'est plus revenue. Tout ce travail m'a calmé. La préparation est une forme de prière. J'ai travaillé chaque soir, à la lueur de la petite lampe, comme jadis, quand je cousais nos rideaux pour tenir la chaleur. Je sentais monter une assurance nouvelle. Ils avaient les chiffres, j'avais les faits. Ils avaient la hâte, j'avais la méthode. Quand la lettre fut écrite, les dossiers rangés, les témoins prévenus, je me suis assise devant le portrait d'Alain et j'ai passé la main sur le cadre. « Tu voulais des pommiers, mon homme », ai-je murmuré. Puis je me suis levée, droite, prête à aller au tribunal. Je savais désormais que ma revanche ne serait pas un cri, mais un dossier bien garni et une voix qui sait ce qu'elle veut dire. Chaque samedi, nous mettions de côté quelques billets dans une boîte à biscuits en fer blanc. C'était pour plus tard, disait-il. Je savais ce que cela voulait dire. Le fameux terrain. Celui où il rêvait d'une maison à lui, un bout de terre planté de pommiers. Il l'a trouvé par hasard, un été. Un champ légèrement en pente, bordé d'un ruisseau, à 2 kilomètres du bourg. Un endroit tranquille, juste assez loin pour qu'on entende les vaches et le clocher, mais pas la route. Je me souviens encore du jour où il m'y a emmené. Le vent soulevait les herbes, le soleil piquait les paupières. Il s'est tourné vers moi et a dit « Regarde, ici, on mettra un banc, et là, la maison. Quand on sera vieux, on y plantera des pommiers. » J'ai ri. Je le trouvais trop sérieux pour ses 25 ans. Mais au fond, je savais qu'il avait raison. Ce terrain serait notre ancre. Les années ont filé. Les enfants ont grandi. La vie s'est remplie de lessive, d'école, de factures. Le terrain, lui, restait là, en attente. Nous y allions parfois le dimanche pour pique-niquer. Alain tondait un peu, dessinait dans la terre les contours imaginaires de la future maison. Nous rêvions, naïfs et heureux. Puis, il y a eu la maladie. Une toux qui ne partait pas, une fatigue étrange. Le médecin a prononcé ce mot que je n'ai jamais supporté. Cancer. Je l'ai soigné, veillé, soutenu comme j'ai pu. Le terrain, cette année-là, a été envahi par les herbes. Un soir, du fond de son lit, il m'a pris la main et m'a dit « Promets-moi que tu ne le vendras pas. Même s'il te le demande. Ce terrain, c'est ce qu'il y a de plus vivant de moi. » J'ai promis. Je ne savais pas encore que cette promesse deviendrait mon combat. Il est mort à l'aube, un 3 décembre, alors que la pluie battait contre les vitres. Le terrain est resté vide. Je n'y suis pas retournée tout de suite. Pendant des mois, je n'ai fait que survivre. Ranger ses affaires, payer les factures, apprendre à vivre seul. Quand j'y suis revenue, un après-midi d'avril, tout avait changé. Les ronces avaient envahi la clôture, les pommiers sauvages poussaient sans ordre. Mais le banc en bois, celui qu'il avait fabriqué, tenait encore debout. Je m'y suis assise, j'ai posé la main sur le bois froid et j'ai dit « Tu vois, Alain, je n'ai rien vendu. Je garde tout, même ton silence. » Les années suivantes, j'ai entretenu le terrain comme on entretient un souvenir, sans attendre de récolte. J'y allais le dimanche, j'arrosais les fleurs sauvages, je ramassais les branches. Les voisins me regardaient avec pitié. Elle s'accroche à un bout de terre inutile, disait-il. Mais pour moi, ce n'était pas un terrain. C'était un morceau d'âme,
un lieu où il respirait encore. Jean, lui, n'y voyait qu'un héritage dormant. Tu sais, maman, ce champ pourrait rapporter quelque chose. Un lotissement peut être. Je répondais toujours la même chose. On ne vend pas la mémoire, on la garde en terre. Il souriait, sans insister. Mais avec le temps, les sourires sont devenus soupirs, puis reproches. Tu devrais penser à ton âge, maman. Tu ne vas pas t'en occuper éternellement. Je hochais la tête, sans rien dire. Et aujourd'hui, voilà qu'ils veulent me placer. Le mot revient, lancinant. Comme si ma vieillesse était une gêne. Comme si mon amour obstiné pour ce terrain prouvait ma folie. Ils ne comprennent pas que ce chant, c'est ma dernière conversation avec Alain. Chaque brin d'herbe, chaque pierre, chaque souffle de vent y parle encore de lui. Je le sais maintenant. S'ils veulent le vendre, ils devront d'abord me dépouiller de ma mémoire. Et cela, je ne leur laisserai pas faire. Tout commence toujours par des attentions. Des gestes qu'on croit d'abord pleins de tendresse, de prévenance. Et puis, peu à peu, ces gestes deviennent des limites. Des cordes fines qui se tendent sans bruit autour de votre liberté. Au début, je n'y ai vu que de la gentillesse. Sophie voulait m'aider à mettre de l'ordre dans mes papiers. Jean venait plus souvent, me disait « Maman, tu t'épuises avec tout ça. Laisse-nous t'accompagner pour les démarches. » J'ai accepté, heureuse de leur présence, reconnaissante même. J'ai cru que c'était de l'amour. Nous sommes allés ensemble à la banque. Je me souviens encore de la salle, de la moquette grise, de la lumière artificielle. La conseillère a souri, trop polie. « Vous savez, Madame Dubreuil, à votre âge, il est préférable de simplifier vos comptes. On peut tout regrouper sur celui de votre fils pour plus de facilité. » Jean a approuvé d'un signe de tête. « C'est juste administratif, maman. Rien ne change pour toi. » J'ai signé, sans comprendre vraiment. Quelques semaines plus tard, je ne pouvais plus retirer d'argent sans qu'il soit prévenu. « Par sécurité », disait-il. Le mot « sécurité », je l'ai entendu 100 fois ces derniers mois. Il justifiait tout. Les clés confisquées, la voiture immobilisée, la boîte aux lettres réorganisée. Sophie a commencé à prendre mes doubles de clés pour éviter les pertes. Elle rangeait mes papiers pour que ce soit plus clair. Je la regardais faire, étonnée de tant d'efficacité. Elle ouvrait mes tiroirs sans me demander, pliait mes lettres, collait des post-it sur mes meubles. Ce serait bien de désencombrer un peu, Hélène. Les vieilles choses, ça attire la poussière. Les vieilles choses. Elle parlait de mes souvenirs comme on parle de bibelots. Jean, lui, avait toujours ce ton doux, presque affectueux. Mais il parlait de moi à la troisième personne, comme si j'étais déjà absente. Maman a toujours été un peu têtue. Il faut la raisonner doucement. Elle se fatigue vite, il faut la ménager. Je les écoutais sans rien dire, un sourire figé au coin des lèvres. Je me disais, ils ont raison, je vieillis. Mais ce que je ne comprenais pas encore, c'est qu'ils préparaient le terrain, celui d'Alain, comme le mien. Un jour, ils sont venus ensemble, prétextant une promenade. Ils m'ont emmené jusqu'à la mairie. Dans le bureau, il y avait une femme blonde, avec un badge service social, accompagnement senior. Elle m'a posé des questions étranges, avec un sourire d'infirmière. Vous vivez seul? Vous avez parfois des oublis? Vous savez quel jour on est? J'ai répondu, poliment, un peu amusée. Mais quand elle m'a tendu une feuille pour signer une évaluation de situation, j'ai senti un frisson me parcourir. Sophie a posé sa main sur mon bras. C'est juste une formalité, pour voir si tu peux bénéficier d'aide. Je me suis exécutée, naïve encore. Mais en rentrant, j'ai compris, ils avaient enclenché quelque chose. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Madame, suite à la demande de votre famille, une visite d'évaluation sera effectuée à votre domicile afin d'étudier la pertinence d'un accompagnement renforcé. Accompagnement renforcé, encore un euphémisme pour dire surveillance. Puis est venu le tour de la voiture. Ma vieille Clio bleue, celle qu'Alain m'avait achetée d'occasion. Jean m'a dit, avec un air faussement léger, « Tu sais, maman, les réflexes, ça change avec le temps. Tu devrais éviter de conduire seule. » Je lui ai ri au nez. Mais le lendemain, je n'ai pas retrouvé les clés. Sophie les avait rangées quelque part, pour éviter un accident. Je n'ai plus jamais revu ma Clio. Les jours passaient, et chaque visite devenait une inspection. Il commentait mes courses, mes repas, mes factures. « Tu as encore acheté 2 litres de lait? Tu ne bois jamais autant. Tu gardes trop de papiers inutiles. » Je souriais, par fatigue.
Mais la nuit, je ne dormais plus. Je sentais mes murs se refermer. Puis il y eut cette phrase, un dimanche. Sophie parlait avec une amie dans la cuisine. On lui prépare une solution adaptée. Une petite résidence tranquille, près de Rennes. Une solution adaptée. Je me souviens avoir eu envie de rire un rire sec, nerveux. Adapter quoi? Ma vieillesse? Mon deuil? Ce qu'ils appelaient solution, moi je l'appelais effacement. Et comme si cela ne suffisait pas, il y eut la visite de l'infirmière mémoire. Une femme aimable, à lunettes rondes, venue à la demande de la famille. Elle m'a fait répéter des dates, des mots, des dessins. J'ai obéi, par politesse. À la fin, elle m'a dit doucement, « Vous êtes encore très alerte, mais il serait bon de réfléchir à une aide pour l'avenir. » J'ai fermé la porte derrière elle, calmement, et j'ai noté dans mon carnet, « Quand ils disent pour ton bien, c'est toujours pour leur confort. Quand ils parlent d'avenir, c'est pour effacer ton présent. » Le soir, j'ai ouvert le tiroir du buffet. Mon carnet noir était là, posé à côté d'une enveloppe. Dedans, j'ai trouvé un relevé bancaire. Mon nom avait disparu du compte joint. Il ne restait que celui de Jean et de Sophie. Aucune explication, aucune signature de ma part. Juste un vide administratif froid, légal, irréversible. Je me suis assise. J'ai allumé la bouilloire, versé de l'eau dans ma tasse. Et j'ai compris que la bienveillance avait un prix. Le prix du terrain d'Alain. Ce soir-là, pour la première fois, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fermé la porte à clé et j'ai écrit. Ils ont commencé par prendre mes clés, puis mes papiers, puis mes mots. Qu'ils essaient maintenant de prendre ma mémoire. Elle est gravée dans la terre. C'est arrivé un lundi matin, un de ces jours où la pluie ne tombe pas, mais reste suspendue dans l'air, comme si le ciel hésitait à pleurer. J'étais en train d'éplucher des pommes de terre quand j'ai entendu le facteur glisser quelque chose dans la boîte. Une enveloppe épaisse, crème, avec le cachet bleu du cabinet Maître Gallois, notaire associé. Je l'ai ouverte sans méfiance, pensant à quelques mises à jour de dossier ou une formalité quelconque. Mais les premiers mots m'ont coupé le souffle. Demande de mise sous tutelle partielle, procédure engagée par la famille. Je relisais, incrédule. Chaque ligne semblait me retirer un peu d'air. Les phrases étaient froides, administratives, impeccables. Vu la fragilité constatée de Madame Hélène Dubreuil et dans l'intérêt de la bonne gestion de ses biens, proposition de désignation d'un tuteur familial, Monsieur Jean Dubreuil, mon propre fils. C'était sa signature, au bas de la demande. Une signature nette, calme, sans rature. Je me suis assise lourdement. La chaise a grincé. Pendant quelques secondes, je n'ai rien senti, ni colère, ni chagrin, juste un vertige, comme si le sol s'ouvrait. Puis les mots se sont imposés, clairs et impitoyables. Ils veulent me neutraliser. Je suis restée longtemps à fixer la lettre. Tutelle partielle, cela voulait dire qu'ils me jugeaient assez lucide pour comprendre, mais pas assez pour décider. Une demi-femme, en somme. Ni responsable, ni libre. Une ombre administrée. Au verso, un paragraphe précisait le motif. Gestion non optimisée du patrimoine, conservation non justifiée d'un terrain non bâti, inexploité depuis plus de 10 ans. Le terrain d'Alain. Encore lui. Toujours lui. Leur obsession comptable. Liquidation d'actifs dormants. J'ai relu cette expression plusieurs fois, sans parvenir à en croire la cruauté. Pour eux, ce champ n'était plus le souvenir d'un homme, d'un rêve interrompu. C'était une somme d'argent immobilisée, une erreur à corriger. Je me suis levée, j'ai traversé la cuisine et j'ai ouvert la fenêtre. Le vent est entré, vif, presque dur. Il a balayé la table, emportant la lettre sur le sol. Je l'ai ramassée, les doigts tremblants. Et alors, j'ai pleuré. Longtemps. Pas de rage, mais d'épuisement. Parce que cette fois, c'était mon fils. Celui que j'avais nourri, soutenu, défendu. Celui pour qui j'avais travaillé 20 ans à la laiterie. Celui qu'Alain appelait le prolongement de nous deux. J'ai repensé à ce jour de décembre où nous étions allés tous les trois au notaire pour la succession d'Alain. Jean avait dit « Ne t'inquiète pas, maman, on gardera le terrain. » Et moi, bêtement, j'avais cru que « on » voulait dire lui et moi, pas lui contre moi. Je me suis approchée du buffet. J'ai pris le cadre photo d'Alain. Son regard, sur cette image, avait toujours quelque chose de tranquille, presque malicieux. Je l'ai posé devant moi, sur la table. « Tu vois, Alain, ils veulent me placer. Ils veulent vendre ton champ pour payer leur projet.
Ils veulent que je signe ma disparition. La pluie a commencé à tomber, fine, insistante, sur les vitres. J'ai respiré lentement, et j'ai compris, dans ce silence plein d'eau, que si je ne faisais rien, ils gagneraient. Pas parce qu'ils avaient raison, mais parce qu'ils avaient le langage du pouvoir, celui des dossiers, des mots polis, des signatures. Alors j'ai ouvert mon carnet noir. La page d'avant portait encore la trace de mes notes sur les tests de mémoire et la voiture confisquée. J'ai pris mon stylo, d'une main ferme, et j'ai écrit « Lundi 6 juin. Reçu. Lettre du notaire. Objet. Mise sous tutelle partielle. Signataire. Jean Dubreuil, mon fils. Motif. Mauvaise gestion. Terrain inactif. Vérité. Ils veulent le vendre. Ils veulent effacer Alain. Je me suis arrêtée. Le temps de respirer. Puis j'ai ajouté. Plus lentement. Je ne suis pas folle. Je suis juste seule. Ces mots, je les ai sentis vibrer sous ma plume, comme une encre. Je n'étais plus seulement une victime, j'étais un témoin. Et ce témoin-là allait apprendre à se défendre. J'ai glissé la lettre du notaire dans une pochette transparente. Je l'ai rangée dans mon classeur bleu, celui d'Alain. Et j'ai soufflé sur la bougie posée sur la table. La flamme a vacillé, puis s'est éteinte, laissant une fine fumée bleue monter vers le plafond. Je l'ai regardé s'effacer lentement. Et j'ai murmuré. « D'accord, Alain, on se battra à deux, comme avant. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais je n'avais plus peur. Leur tutelle, désormais, c'était moi qui allais la rédiger à ma manière. Les nuits suivantes furent longues, pleines de ce silence particulier où les pendules semblent plus lourdes et les souvenirs plus vifs. Je n'arrivais plus à dormir. Je restais assise dans le lit, la lampe allumée, à regarder la tapisserie que j'avais posée avec Alain 40 ans plus tôt, des fleurs beiges qui avaient jauni avec le temps. Chaque tache sur le mur devenait une pensée, une faute, un renoncement, une peur. Le jour de l'audience, le ciel était bas et gris, comme s'il avait lui aussi quelque chose à juger. Je suis arrivée tôt, mon carnet noir serré contre moi. Dans la salle du tribunal de Pontivy, tout sentait le papier, le bois ciré et l'humidité. Les bancs alignés, la lumière pâle, la cloche du greffe. J'ai reconnu mon fils Jean, debout près de la fenêtre, le visage fermé. Sophie, à côté, s'agitant déjà, rangeant, chuchotant. Le notaire gallois était là aussi. Costume trop neuf, regard inquiet, je suis entrée sans trembler. Le juge, un homme jeune à lunettes, m'a invité à m'asseoir. « Madame Dubreuil, nous sommes ici pour examiner une demande de mise sous tutelle partielle à l'initiative de votre famille. Vous avez la parole. » Je me suis levée. Je n'ai pas regardé Jean, ni Sophie. J'ai ouvert mon carnet, celui où j'avais tout noté, les dates, les mots, les preuves. Ma voix était calme, presque posée. « Monsieur le juge, je ne conteste pas mon âge. J'ai 77 ans. Mais j'ai encore la mémoire de mes comptes, de mes factures et de mon mari. Je sais aussi lire et écrire. » Le juge a hoché la tête, encourageant. J'ai sorti le certificat médical du docteur Rivière. Ce document atteste que mes facultés mentales et physiques sont intactes. Il a été signé il y a moins de 2 semaines. Je l'ai tendu au greffier. Puis j'ai ouvert une chemise bleue. À l'intérieur, j'avais placé les extraits bancaires, les copies de lettres, les articles de loi que j'avais copiés de ma main. Selon l'article 440 du Code civil, la tutelle ne peut être décidée que lorsqu'il est démontré une altération empêchant la défense des intérêts personnels. Je n'ai jamais eu besoin que quelqu'un signe à ma place. La seule chose qu'on m'ait prise, ce sont mes clés. Un murmure a traversé la salle. Sophie a pâli. Jean fixait ses chaussures. Le juge s'est tourné vers eux. « Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Sophie s'est avancée, nerveuse. « Ce n'est pas contre elle, monsieur le juge. C'est pour sa sécurité. Elle oublie des choses. Elle refuse de vendre un terrain qui pourrait... » Elle s'est arrêtée, consciente qu'elle venait de trop dire. Le juge a levé un sourcil. « Un terrain ? Oui, un terrain hérité de son mari. Et c'est la raison principale pour laquelle vous sollicitez cette mesure ?» Sophie a bafouillé. Jean a tenté de l'interrompre, mais le juge avait compris. Il m'a regardé de nouveau. « Madame Dubreuil, vous avez quelque chose à dire sur ce terrain ?» J'ai hoché la tête. « Oui, monsieur le juge. Ce terrain, mon mari l'a acheté de ses mains. Il y a planté ses pommiers, il y a mis sa vie. Il m'a demandé, avant de mourir, de ne jamais le vendre.
Et j'ai tenu parole. Je me suis approchée du bureau et j'ai déposé une enveloppe scellée. Voici un acte rédigé par Maître Le Floch, notaire indépendant. Il confirme mes droits d'usufruit et la clause de substitution initialement prévue. Ce terrain, désormais, n'appartient plus à personne de vivant. Il appartient à une fondation au nom d'Alain Dubreuil, inaliénable. Un silence est tombé. Sophie a ouvert la bouche, puis s'est rassie. Jean s'est passé la main sur le visage. Le notaire gallois, lui, semblait prêt à s'effondrer. Le juge a lu les documents un long moment. Puis il a refermé le dossier, lentement. La demande de tutelle est rejetée. Je félicite Madame Dubreuil pour la clarté de sa défense. Et je vous invite, Monsieur et Madame Dubreuil, à reconsidérer ce que signifie protéger quelqu'un. J'ai incliné la tête. Je ne me sentais pas victorieuse, juste droite. Quand je suis sortie de la salle, j'ai croisé le regard de mon fils. Il a voulu parler, mais je lui ai seulement dit « On ne place pas une mère, on l'écoute ». Je suis descendue les marches du tribunal sous un rayon de lumière timide. Le vent de juin soulevait mes cheveux. Dans ma poche, je serrais le double de l'acte de fondation. Le terrain d'Alain était sauf. En moi, quelque chose s'est apaisé. Je savais que le piège s'était refermé, mais à l'envers. Ce n'étaient plus eux qui tenaient les clés. C'était moi. Les jours qui suivirent l'audience furent étrangement calmes. Un calme de cendre, celui qui s'installe après un grand feu. Je n'ai pas fêté ma victoire. Je n'en ai même pas parlé. Je suis rentrée chez moi, comme on rentre d'un enterrement, lentement, avec la conscience que quelque chose vient de mourir, pas quelqu'un, non, mais un lien, une illusion. Jean ne m'a pas appelé. Sophie non plus. J'ai su par le maire, rencontré au marché, qu'ils avaient quitté le village pour prendre du recul. Les voisins, eux, parlaient bas dans les allées, avec cette curiosité prudente qu'on réserve aux scandales discrets. « Tu as entendu? C'est la vieille Dubreuil qui a gagné contre son fils. »« Ah bon? » J'avais entendu qu'elle perdait la tête. Pourtant, justement, elle a prouvé le contraire. Je les laissais parler. Les gens ont besoin de mots pour comprendre ce qu'ils ne peuvent pas imaginer. Une mère qui se défend sans hurler, une vieille femme qui tient tête à sa famille sans violence. Le premier dimanche après le jugement, j'ai marché jusqu'au terrain. Le ciel était clair, le vent léger. J'ai poussé la barrière en bois, j'ai marché jusqu'au vieux banc d'Alain. Tout était à sa place. Les pommiers, les pierres, le ruisseau. Seule l'herbe semblait plus haute, comme si elle avait poussé pendant la bataille. Je me suis assise, j'ai respiré. La terre avait gardé son odeur. Je me suis dit, voilà, il est sauvé. Ce bout de monde lui appartient à nouveau. Dans les semaines suivantes, les lettres ont commencé à arriver. La première venait de Maître Gallois, le notaire de Jean. Une lettre courte, presque gênée. Madame Dubreuil, je tiens à vous présenter mes excuses pour le rôle involontaire que j'ai pu jouer dans une procédure qui s'est avérée infondée. Votre dignité m'a rappelé la vocation première de notre métier, protéger, non spolier. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Je l'ai rangée dans mon classeur, sous l'onglet « Procédure, clôture ». Ce n'était pas du triomphe, c'était du classement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre courrier. Cette fois, l'enveloppe portait le sceau du tribunal. À l'intérieur, une simple feuille blanche, signée du juge lui-même. « Madame, votre calme fut votre plus belle plaidoirie. Vous avez rappelé, sans le dire, qu'une parole posée vaut mieux qu'un cri. Je vous souhaite la paix. » Ces mots-là, je ne les ai pas rangés. Je les ai encadrés, posés sur le buffet, juste à côté de la photo d'Alain. Jean a fini par revenir, un soir de juillet. Je l'ai vu traverser le portail à pas lents, les épaules basses. Je préparais du thé. Il est resté sur le seuil, comme un enfant puni. « Maman, je voulais te voir. »« Je t'écoute. Je ne sais pas comment te demander pardon. » Je l'ai regardé, longuement. Il avait vieilli, lui aussi. Ses cheveux grisonnaient, son regard fuyait. Ce n'est pas le pardon qu'il faut, Jean. C'est la compréhension. Tu as voulu m'effacer pour me protéger de la vieillesse. Mais tu n'as pas compris que ma lucidité était ma seule richesse. Il a pleuré, silencieusement. Je lui ai tendu un mouchoir. Il est reparti sans promesse, mais plus léger, je crois. Sophie, elle, ne m'a jamais revu. Je sais seulement, par Élise, qu'elle parle de moi comme d'un cas. Ta mère, elle est forte, trop forte. Elle aurait dû accepter l'aide. L'aide, oui,
cette aide qui ressemblait à une cage. Je ne lui en veux plus. Je crois qu'elle n'a jamais su aimer sans contrôler. L'été s'est installé doucement. Le village a retrouvé sa routine. Moi aussi. Je me levais tôt, allais au marché, saluais les mêmes visages. Mais quelque chose avait changé. Les regards. Ils n'étaient plus condescendants. Ils étaient respectueux. Ce respect tranquille qu'on accorde à ceux qui ont tenu sans se salir les mains. Un matin, la postière m'a dit « Vous avez donné une leçon à tout le monde, Madame Dubreuil. » Je lui ai répondu en souriant. Je n'ai rien donné. J'ai juste repris ce qui était à moi. La maison, depuis, semble plus grande, plus claire. J'ai remis des rideaux blancs, planté du romarin sur le rebord de la fenêtre. La solitude n'est plus un fardeau. C'est un espace où le silence respire librement. Je ne parle plus souvent du procès. Parfois, le soir, je relis la lettre du juge. Je caresse les mots du bout des doigts, comme on touche un souvenir juste. Votre calme fut votre plus belle plaidoirie. Oui, le calme, c'était tout ce qu'il me restait, et c'était suffisant. Quand je pense à Jean, à Sophie, à ce qu'ils ont tenté, je n'éprouve plus de colère. Seulement une distance lucide. Je me dis qu'ils ont voulu m'enterrer avant ma mort, et qu'ils m'ont, sans le savoir, fait renaître. Parce que c'est dans la peur d'être effacé que j'ai retrouvé ma voix. Ce soir-là, en rangeant mes papiers, je suis tombée sur la lettre qu'Alain m'avait écrite le jour de notre mariage. Je l'avais oubliée, glissée dans un vieux livre. Ces mots étaient simples. Si un jour on essaie de te faire taire, écris. L'écriture, c'est ta manière de continuer à parler. Alors j'ai repris le carnet. J'ai ajouté une ligne, la première depuis le jugement. Le silence n'est pas absence. C'est une forme de parole qui ne tremble plus. Et j'ai soufflé la bougie, satisfaite. La paix, enfin, avait trouvé sa place dans ma maison comme un visiteur discret qu'on n'attendait plus. Je suis partie un matin de septembre, sans bruit, comme on se retire d'une pièce après avoir dit tout ce qu'il fallait dire. Le bourg m'étouffait. Trop de regards, trop de questions déguisées en compassion. J'avais besoin d'air, d'espace, de ce silence large que seule la campagne sait offrir. Alors j'ai fait mes valises d'œufs, pas plus. Quelques vêtements, le carnet noir, la photo d'Alain et les papiers de la fondation. Le reste, je l'ai laissé. Les meubles, les bibelots, les souvenirs inutiles. J'ai tourné la clé dans la serrure, une dernière fois, et j'ai murmuré « Merci pour tout, mais je m'en vais respirer ailleurs. » J'ai trouvé à louer un petit chalet en bois, à 3 kilomètres du terrain d'Alain. Une maison simple, adossée à la forêt, avec un poêle à bois, une grande fenêtre donnant sur les champs et un jardin à moitié sauvage. Dès le premier jour, j'ai senti que cet endroit m'attendait depuis longtemps. La lumière y était douce, la terre humide, l'air pur. C'était une maison pour les recommencements. Chaque matin, je traverse le champ à pied. Je longe les haies, j'écoute le ruisseau, je salue les pommiers. J'arrive au vieux banc qu'Alain avait fabriqué, un banc de chêne qu'il avait fixé solidement dans la terre. Il a résisté à tout, aux tempêtes, aux années, aux querelles. Je m'y assieds toujours à la même place, côté gauche, celle où il s'asseyait, lui, pour lire le journal. Et je parle au vent. Pas comme on prie, non, comme on converse avec quelqu'un qui comprend sans répondre. Tu vois, Alain, ton champ n'est plus à vendre. Il porte ton nom, il t'appartient pour toujours. Le vent me répond parfois, en pliant l'herbe, en soulevant ma jupe. J'ai planté des fleurs autour du banc, des œillets, du romarin et des lys blancs. Chaque plante a une histoire. Le romarin pour la mémoire, le lys pour la fidélité, l'œillet pour la ténacité. Je les arrose avec une vieille arrosoir en fer, celle qu'Alain réparait tous les étés. Je crois que quelque part, il aurait aimé me voir ainsi, pas vaincu, juste paisible. Les enfants ne viennent plus. Ni Jean, ni même Élise. Trop loin, trop prise par sa vie. Je reçois parfois une carte d'elle, quelques mots. « Maman, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi, en voyant des pommiers. Cela me suffit. Je n'attends plus. L'amour, quand il a fait son œuvre, n'a plus besoin de présence quotidienne. Je passe mes après-midi à écrire. Pas seulement pour moi, maintenant. Les femmes du village viennent me voir, des veuves, des mères seules, des femmes perdues dans les papiers. Elles m'apportent des enveloppes, des contrats, des lettres d'assurance. Je lis, j'explique, je traduis le jargon. Je leur montre comment écrire une réclamation, comment demander un certificat,
Comment ne pas se laisser faire? Elle m'appelle Madame Hélène, ou parfois la veuve du champ. Je souris. Ce surnom me plaît. Il dit tout sans juger. Un après-midi, une jeune femme nommée Nadia est venue frapper à ma porte. Son mari venait de mourir et sa belle famille voulait vendre la ferme. Elle pleurait, paniquée. Je l'ai installée à la table, lui ai servi du thé et lui ai dit doucement: d'abord, on respire. Ensuite, on écrit. Nous avons passé des heures sur son dossier. Quand elle est partie, elle m'a embrassé sur la joue. Vous m'avez redonné de la force. J'ai pensé à Alain. Être que c'était ça, ma mission maintenant, transmettre la lucidité que la douleur m'avait apprise. Le terrain d'Alain est devenu un lieu vivant. Des enfants du village viennent y jouer. Ils ne savent pas que c'est une fondation. Ils disent juste le chant d'Hélène. Je ne les chasse jamais. Ils cueillent les pommes, ils rient, ils laissent des traces de pas. Leur joie rend cette terre plus vraie encore. Un jour, le maire m'a proposé d'en faire un petit verger communal. J'ai accepté, à condition qu'une plaque soit posée à l'entrée. Terrain Alain Dubreuil, offerte à la mémoire du travail et du silence. Quand la plaque a été scellée, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était comme refermer un livre, pas par oubli, mais par accomplissement. Le soir, je rentre au chalet. Je fais chauffer de la soupe, j'écris à Élise, je lis quelques pages d'un roman. Le poêle crépite, le vent chante derrière les vitres. Je ne ressens plus le besoin d'expliquer ma solitude. Elle ne me pèse plus. Elle me protège. Parfois, dans le miroir, je surprends mon propre visage. Je ne me trouve pas vieille. Je me trouve achevée, au sens noble du terme. Une vie complète, sans manque. Tout ce qui devait être réparé l'a été. Le reste appartient au temps. Je repense parfois à cette phrase que le juge m'avait écrite. Votre calme fut votre plus belle plaidoirie. Je crois qu'elle s'applique aussi à la vie. La paix, c'est une plaidoirie silencieuse. Une manière de dire « j'ai tenu ». Un soir, avant de dormir, j'ai repris le carnet noir. Sur la dernière page, j'ai noté « Ce chant, c'est ma voix. Tant qu'il existera, je ne serai pas effacée ». Puis, j'ai posé le carnet sur la table de nuit, à côté de la photo d'Alain. J'ai soufflé la lampe, et dans la demi-obscurité, j'ai murmuré « Bonne nuit, mon amour. J'ai fini le travail ». La paix, enfin, avait l'odeur du bois, du vent et du pommier en fleurs. Ce soir-là, le ciel avait cette couleur que seul l'automne s'est inventée, un mélange de cuivre et de rose, comme si le jour et la nuit s'écrivaient ensemble leur dernier poème. Je marchais lentement sur le terrain, les mains dans les poches de mon manteau, respirant cet air tiède qui précède les premières gelées. Sous mes pas, les feuilles mortes craquaient avec douceur. Au loin, le ruisseau murmurait, régulier, obstiné comme le battement d'un cœur qui n'a pas oublié. Je me suis arrêtée près du vieux banc d'Alain. Le bois s'était patiné, lissé par les années, mais il tenait toujours bon. Je m'y suis assise, face aux pommiers. Ils étaient là, droits, solides, couronnés de lumière. Certains commençaient à perdre leurs feuilles, d'autres portaient encore quelques fruits tardifs, suspendus comme des souvenirs. La terre exhalait une odeur humide et rassurante, mélange de mousse et de racines. Le soleil descendait lentement, dorant les troncs, allongeant les ombres. C'était l'heure qu'Alain aimait le plus. Il disait toujours « Le soir, le monde se tait pour écouter ce qu'on a fait de la journée. » Alors j'ai écouté. Le silence du champ était plein d'histoire, plein de paix. Rien ne bougeait, et pourtant tout vibrait. Ce terrain, autrefois menacé, avait retrouvé sa dignité, et moi, j'avais retrouvé la mienne. J'ai repensé à tout ce chemin, à la peur, à la trahison, à la lente reconquête. J'ai repensé à Sophie, à Jean, à leurs mots doux devenus poignards, et je n'ai ressenti ni colère, ni rancune. Juste un détachement calme, presque tendre. Je savais maintenant que certaines blessures ne se referment pas avec le temps, mais avec la clarté. Leur regard sur moi avait voulu me réduire. Mon silence, lui, m'avait reconstruite. Je me suis levée, j'ai fait quelques pas sur la terre, fraîchement retournée. À l'entrée du champ, la plaque posée par la mairie brillait faiblement dans le couchant. Terrain Alain Dubreuil, offerte à la mémoire du travail et du silence. Je l'ai touché du bout des doigts. Le métal était froid, mais derrière lui, il y avait la chaleur de toute une vie. Je me suis dit que ce terrain, finalement, avait été notre plus belle maison.
Non pas une maison de murs et de toits, mais de fidélité. Alain y avait laissé sa trace, et moi, j'y avais laissé ma résistance. Deux existences différentes, unies par la même obstination, tenir debout sans faire de bruit. La lumière du soir s'affaiblissait. J'ai sorti le carnet noir de la poche de mon manteau. Il était usé, gonflé de pages, de lettres, de traces de doigts. Je l'ai ouvert à la dernière feuille blanche. Le vent a feuilleté quelques pages avant de s'arrêter, comme s'il voulait lire avec moi. Alors j'ai pris mon stylo et j'ai écrit lentement, sans trembler. Ils ont voulu me placer. J'ai simplement décidé de me replacer, moi, au centre de ma vie. Je me suis relue, puis j'ai ajouté une ligne, plus petite. La liberté n'a pas d'âge. Elle a juste besoin d'un témoin. J'ai refermé le carnet, posé ma main dessus. J'ai senti la texture du cuir chaud sous mes doigts. Ce carnet, c'était ma mémoire rendue tangible, la preuve que j'avais existé pleinement, même dans le silence. Je suis restée là un moment, à regarder le soleil disparaître derrière les collines. Le ciel s'assombrissait, et la première étoile pointait déjà au-dessus des pommiers. Je me suis souvenue de cette nuit, autrefois, où je croyais tout perdu. Et je me suis dit que la vie est curieuse. Elle reprend toujours la forme du courage qu'on lui donne. Au loin, j'ai vu un enfant traverser le champ, une pomme à la main. Il a levé la tête vers moi et m'a souri. Je lui ai rendu son sourire. Ce petit, je ne le connaissais pas, mais il m'a semblé qu'il continuait l'histoire, sans le savoir. La terre ne garde pas que les semences. Elle garde aussi la mémoire de ceux qui l'ont défendue. Le vent s'est levé. J'ai fermé les yeux. J'ai entendu le bruissement des feuilles, le ruisseau, et, dans ce mélange de sons, la voix d'Alain, légère, lointaine, presque confondue au vent. « Tu vois, ma vieille, tu as bien tenu le champ. » J'ai ri doucement. Oui, j'avais tenu. Contre la peur, contre l'humiliation, contre l'oubli. Mais sans haine, sans cri. Seulement avec ce calme que les autres prennent pour faiblesse et qui, en vérité, est la forme la plus pure du courage. Je me suis levée une dernière fois. Le crépuscule s'étendait sur la terre, les ombres devenaient bleues, la nuit arrivait doucement. J'ai fait quelques pas, puis je me suis tournée vers le banc. J'ai murmuré, pour moi, pour Alain, pour toutes celles qui viendraient après. Le silence peut aussi être une forme de justice. Et le vent, comme pour me répondre, a fait tomber une pomme du plus vieux pommier. Elle a roulé jusqu'à mes pieds. Je l'ai ramassée, je l'ai essuyée sur ma manche et je l'ai croquée. Elle était douce, un peu âpre, exactement comme la vérité. Je suis repartie lentement vers le chalet, le carnet dans la main, le cœur léger. Derrière moi, la lumière s'éteignait peu à peu sur le terrain d'Alain. Mais je savais qu'en réalité, c'était moi qui brillais encore dans ce champ, dans cette histoire, dans cette paix.